Lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Bonsoir à tous, bande de loulous non vaccinés. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, ce soir, je suis très content puisque ce soir, on reçoit avec Maximus, on reçoit Jacob Cohen. Monsieur Cohen, bonsoir. On se vous voit ou on se tutoie? Comme tu veux. Moi, je veux bien tutoyer, il n'y a pas de souci. C'est Eh beaucoup ben, plus ça marche. facile que ça. Voilà, bon, on va se dire dessus alors. Maximus, salut, comment ça va? Alors, micro, Maximus, ouais. Oui, le micro est un peu rebelle. Comment allez-vous, monsieur? Enfin, Jacob, comment vas-tu? On va se tutoyer, j'aime bien aussi. Je suis assez à l'aise dans l'exercice du tutoiement. Moi, Salutations moi, à tous nos camarades qui sont avec nous ce soir. Nous savons combien le combat est âpre et dur et difficile, car l'ennemi est d'une mauvaise foi absolument extraordinaire. Alors, on était en train de, juste avant, là, pendant quelques minutes, de discuter juste avant l'émission. Et puis, je vous ai interrompu dans votre conversation en vous disant, allez hop, on lance l'émission, comme ça, on perd pas en spontanéité. Et donc, Monsieur Cohen, vous m'aviez parlé du journalou, comme quoi, vous m'aviez déjà dit ça la dernière fois dans une autre émission, comme quoi vous écoutiez le journalou. Et donc, je vous laisse dire ce que vous m'avez dit par rapport à ça. eh ben, bon, ne rougis pas un loup parce que j'ai, il y a beaucoup, j'ai du mal parfois, par exemple, il y a un test pour moi dans une vidéo, c'est quand elle dure plus d'une heure, souvent, pourquoi j'écoute? Parce que parfois il est tard, et puis deuxièmement, j'aime pas être prisonnier d'une vidéo, et donc j'aime bien la regarder après, et donc je peux me permettre d'arrêter parce que j'ai des trucs à faire, ou bien de faire sauter le curseur. Parce que parfois on se répète, on dit des choses, etc. Et je reconnais que la tienne du samedi, c'est presque, enfin je veux dire, elle est vraiment pleine, dense. Il y a rien, il y a une formule célèbre dans une publicité, je crois. Maxime, je crois peut-être doit savoir. Il n'y a rien à jeter, voilà. Ou l'extrait d'une chanson, voilà, je ne sais plus. Et donc, et puis cette division de, il y a des reportages, il y a des coups de gueule, il y a des expressions de sentiments. Et pour moi, et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu du mal à la voir le lendemain, et j'étais assez frustré de ne pas la retrouver parce que pour moi, c'est presque un rendez-vous utile parce qu'il y a beaucoup d'informations, de vidéos, etc. Et très, comment dire, moi j'aime beaucoup les coups de gueule, voilà. J'aime beaucoup quand ça rue dans les brancards, et j'aime beaucoup ce style. Eh Voilà. vous deviez pas être déçu vendredi dernier, parce que comme je Non, disais, vendredi dernier, j'avais un petit peu, ouais, j'avais envie de pousser ma gueulante un peu par rapport à tout ça, et j'avais baptisé le journalou insupportable, puisque oui, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont insupportables en ce moment aussi. Et puis bon, je sais que maintenant, je sais, vu qu'on en a parlé juste avant, que vous écoutez aussi les émissions du mardi avec Maximus, et puis, oui, oui. puis apparemment, il y a quelques expressions de Maximus que vous auriez adoptées. Oui, tout à fait. J'ai utilisé l'expression suprême de carotte
dans une émission, pour ne pas dire le terme interdit. Et l'autre, le gang des ampoules, que j'aime beaucoup cette expression, je la trouve merveilleuse. Pour ceux qui comprennent. J'aime beaucoup l'autodérision. Hein. Donc, de par mon nom et prénom, je suis d'origine juive, mais j'aime beaucoup l'autodérision et tout ce qui me touche personnellement. J'aime l'humour qui touche mon être et ma situation. Voilà. Maximus, si tu veux. Je trouve ça comme je disais, je trouve ça extrêmement. Bonjour déjà à tous nos camarades qui sont avec nous ce soir, que je salue, leur constance, leur fidélité, remerciements bien sûr comme toujours aux tipeurs, toujours. Hein, que je disais que l'ennemi était absolument de mauvaise foi. Et je suis très content qu'on puisse avoir cette interaction avec Jacob Cohen qui aime aussi l'autodérision et il en faut parce que lorsque je dis par exemple le gang des ampoules, je parle de gens qui ont des méthodes de gangsters et qui prétendent nous éclairer sur un chemin qui est plutôt tortueux et qui est celui de la ruse, du mal et du crime. Et donc, les ampoules, ce sont ceux qui prétendent nous apporter une certaine connaissance, une certaine lumière, si je puis dire. Sachant que le terme de lumière a été récemment employé par Netanyahou. Donc, Oui. donc c'est très intéressant cette histoire parce que l'ampoule est fragile en fait. Elle est claire, mais elle grille très rapidement. Et puis surtout, si on la touche, si on la frappe ou si on jette de l'eau sur elle, elle casse. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression du gang des ampoules, qui en fait signifie qu'on a affaire à des gangsters en carton en fait. Parce que dès qu'on commence à les confronter un peu au réel et à la bonne foi, ça ne tient pas. On le voit avec les fact-checkers comme Rudy Reichstadt, Thomas Huchon et toute la petite bande payée justement encore une fois par qui on sait. Eh bien, ces gens-là, en fait, lorsqu'ils se confrontent, ils choisissent toujours des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les connaissances et qui peuvent leur démontrer que ces gens sont des faussaires et qu'en plus ils mentent et que non seulement ils mentent mais en plus ils maîtrisent absolument pas forcément leur sujet. Donc parce que la caricature du complotiste ça commence à bien faire parce que l'histoire c'est pas complot c'est vérité ou mensonge tout simplement. Donc soit il y a mensonge soit il y a vérité mais il peut pas y avoir complot contre l'information officielle. C'est-à-dire il y a ceux qui diraient la bonne parole, c'est-à-dire la classe parlante autorisée et tout à fait officiel et habilité, et puis il y a les autres. Donc ça, c'est n'importe quoi. Et là, on est prié justement d'adopter le point de vue tout à fait, comment dire, cadré, borné, justement pour le coup lumineux, un petit peu comme une piste, comme les pistes aériennes, hein, les pistes d'avion. Le chemin est balisé, comme ça l'avion, quand il atterrit, bah, il sait où est la piste parce que tout est éclairé. Bah, c'est exactement la même chose avec l'information. C'est-à-dire, nous, on nous considère comme des personnes qui n'avons pas de libre arbitre, justement. C'est ça qui est irritant. Et on voit qu'aujourd'hui, ça craque de partout. Hein, ça commence à se fissurer sévèrement. Et on essaye d'arrêter c'est-à-dire les fuites du barrage en apposant les mains. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de mains parce que le barrage commence à être de plus en plus difficile à tenir. Je ne sais pas ce qu'en pense Jacob ou toi, Lou, mais je trouve que l'image me semble intéressante. D'abord, j'aimerais revenir sur la vérité. En fait, moi, je les connais de l'intérieur, hein, donc la notion de vérité n'a pas sa place. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. Ça a toujours été le motto du sionisme. Donc, tout est bon si on arrive à notre fin, et tout, meurtre, mensonge, etc. Donc, le sioniste, quand il ment pour la bonne cause. Et donc, il n'a aucun problème à mentir. Parce qu'il le fait pour la bonne cause. Et c'est pour ça qu'ils ont des relais de gens tout à fait, enfin, a priori convenables, c'est-à-dire par exemple des universitaires ou des écrivains, etc., mais qui mentent parce qu'il le faut,
Voilà, parce que c'est pour défendre la cause suprême. Alors, je me rendais compte de quelque chose là, c'est que, il y a peut-être des gens qui vous connaissent pas, enfin qui te connaissent pas, pardon, Jacob, ce soir. Oui, Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout, par exemple? d'accord. Alors, je suis né au Maroc en 1944, donc j'ai fêté mes 80 ans il n'y a pas longtemps, et dans une famille, dans un ghetto juif, donc très, très, comment dire, on avait pratiquement aucun accès à la culture. Imaginez les années 40 et 50, c'était quelque chose. Et puis, bon, on a eu la chance, nous, les Juifs au Maroc, d'avoir accès à l'éducation parce que la France coloniale n'avait pas intérêt à éduquer les Juifs marocains ou les musulmans marocains, mais on avait un système d'écoles, un réseau d'écoles créé par l'ONG, l'Alliance israélite française. Bon. Et donc, j'ai eu une éducation française et très vite, j'ai rêvé en français. Pour moi, c'était les grands auteurs français, etc. Et mon rêve était d'aller à Paris. Et à l'époque, dans les années 50, nous avons été travaillés par les agents sionistes qui sont arrivés en masse au Maroc. Et j'ai fait partie d'un mouvement de jeunesse sioniste entre mes 16-17 ans et 20 ans. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être tombé sur un mouvement marxiste parce qu'il y avait d'autres mouvements. Et donc, j'ai appris l'international en hébreu, la lutte des classes en hébreu et ainsi de suite. Voilà. Et après, je suis parti à Paris, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai vécu un petit peu à Montréal, à Berlin, je suis retourné au Maroc, j'ai fait maître assistant à la fac pendant 10 ans, et je suis venu à Paris en 1978, non, 87, pardon. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire. Je vais écrire des romans, voilà. Parce que moi, je sais pas, j'aime écrire des romans parce que je pense que le roman donne une liberté à l'auteur et décrit la situation. Par exemple, j'ai écrit, il y a quelque chose qui me trouble, c'est qu'il y avait 300 000 juifs au Maroc et ils sont partis à 99%, et les gens ne savent pas pourquoi ils sont partis. C'est un grand mystère au Maroc. Enfin, on a envie que ça soit un mystère. Et je vais vous faire une confidence, enfin, qui n'est pas tellement une confidence, mais j'aime bien la rappeler. En 2019, j'étais invité au Maroc pour une conférence, d'ailleurs sur la nouvelle religion de la Shoah. Et j'ai la vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir, voilà. Donc la nouvelle religion de la Shoah. Et j'ai été invité par l'ancien Premier ministre, qu'on dit entre guillemets islamiste, Ben Kiran, qui m'a invité à dîner avec les copains d'alors. Et imaginez le Premier ministre, il me dit à un moment donné, Jacob, dis-moi, pourquoi les Juifs sont partis? Et en fait, c'est une question qui taraude les Marocains parce qu'ils ne savent pas, ils n'osent pas affronter la vérité. Pourquoi ils sont partis, voilà. Et en fait, mon premier roman, c'était Les Noces du commissaire, où je racontais comment les hommes d'affaires juifs, il y avait 5 ou 6, qui avaient la trempe de Rockefeller, par exemple, qui auraient pu devenir des Rockefeller. Et ils ont été, disons, mis à l'écart par la bourgeoisie nationaliste marocaine. Et je l'ai écrite sous forme de roman. Et le roman qui m'a fait connaître, c'est Le Printemps des Sayanim. C'est-à-dire, les Sayanim, c'est quoi? Ce sont, si vous me permettez quelques secondes pour donner la définition, c'est que le Mossad, en 1959, s'est dit, on dispose de 500 000 juifs qui appartiennent à la franc-maçonnerie juive de par le monde, ils sont 500 000. Et parmi eux, c'est vraiment la crème de la crème dans les pays, les États-Unis, la France, etc. On va leur demander de nous rendre service. Donc en 1959, le Mossad a établi le réseau des Sayanim, c'est-à-dire on va avoir des juifs, mettons par exemple, qui travaillent en France sur France Inter, par exemple, hein, Jean-Pierre Elkabbach, par exemple, hein, ou Anne Sinclair, ou Patrick Cohen, etc., ou bien dans la Roussel publicité. Krief.
voilà, ou le président de Publicis, par exemple. Et on leur dit, voilà, il faut défendre Israël. Est-ce que vous voulez bien rendre service à Israël, devenir un Sayan? Et ils disent oui. Enfin, il y a à peu près 50 000 Sayanim à travers le monde. Donc, imaginez le poids de ces Sayanim, par exemple aux États-Unis, les milliers qui sont dans la banque, dans le cinéma, à la télévision, dans la politique. Et c'est ce qui explique, parce qu'on ne comprend pas. Les gens se disent, mais enfin, comment ça se fait quand la France, par exemple, elle est derrière Israël? Enfin, c'est pas possible. Mais c'est que depuis 1959, le Mossad a établi une espèce de toile d'araignée dans tous les domaines. Alors, l'édition, l'université, la politique, l'économie, etc. Et L'art. qui, depuis tout. Et donc, depuis 1959, ils ont établi cette toile d'araignée qui a exclu tous les, disons, entre guillemets, tous les pro-palestiniens ou tous les critiques d'Israël et a établi ce discours monolithique en faveur d'Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les esprits sont formatés pour la défense de ce petit pays démocratique qui se bat. Imaginez Jean-Paul Sartre, quand même, c'est pas n'importe qui. Enfin, en 1967, il avait eu peur pour Israël parce qu'il a cru au truc et les Juifs à la mer. Et imaginez la force de la propagande qui était telle que des gens comme Jean-Paul Sartre ont mordu à l'hameçon. Et donc finalement, ces Sayanim qui aident, par exemple, mettons, je vais prendre un exemple. Vous pouvez l'affaire des beepers, par exemple, contre le Hezbollah. Le Mossad, il possède, par exemple, des agents dans les chambres de commerce, à travers dans le patronat, dans tous les pays européens et aux États-Unis. Et donc, il aurait très facile de se dire, tiens, écoute, Lévy, machin, etc., nous avons envie de créer une société pour vendre des beepers. Eh bien, ces Sayanim, ils vont donner tous les éléments au Mossad pour créer ces sociétés. Et donc, à la banque, par exemple, pour donner un exemple concret, le numéro 2 de la réserve fédérale, au début des années 2000, c'était un juif, un Sayan probablement, qui est devenu président de la Banque d'Israël un peu plus tard. Donc, imaginez tous les renseignements qu'il peut donner au Mossad sur les mouvements bancaires, etc. Au cinéma, par exemple, le Hollywood a fait un film qui s'appelle Exodus en 1961. Les plus vieux peut-être le connaissent, mais c'est un film, quand l'équipe est arrivée en Israël, il a été reçu par le premier ministre Ben Gurion. C'est dire l'importance que ce film a eu. Eh bien, ce film a formaté une génération entière d'Occidentaux dans le storytelling, où on dit le narratif sioniste. C'est-à-dire toute l'histoire telle que racontée par les sionistes, ça veut dire que les Arabes n'ont pas été expulsés en 1948, ils sont partis d'eux-mêmes, etc. Enfin, le narratif extraordinaire, eh bien, une génération entière a été formatée grâce à ce film. Donc, voilà le travail souterrain ou ouvert des Sayanim. Et j'écris, et d'ailleurs, j'ai été le premier en France à donner le nom de Sayanim. Avant, on avait peur de l'utiliser. Moi, quand j'ai découvert les Sayanim, je me disais, dans les années 90, je me disais, mais comment ça se fait que aucun journaliste n'en parle, etc. Enfin, c'est pas possible. C'est un mot hébreu? Oui, c'est un mot hébreu qui veut dire ceux qui aident. D'accord. Du verbe aider, voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Parce que je veux dire, il suffit de lire Victor Ostrovsky, qui est un ancien agent du Mossad, qui a publié son livre en 1985, Gordon Thomas, le spécialiste des mouvements des services secrets britanniques et israéliens, qui en parlent en long, en large. Eh bien, j'ai remarqué que les journalistes en France, par exemple, ils ont dû rencontrer le mot Sayanim et ils ont été tétanisés. Quand mon livre est sorti, on m'a dit, il y a une association qui m'a appelé de Marseille pour aller donner une conférence. Puis elle m'a dit, oui, mais les mots Sayanim, quand même, ce que vous dites, ça ressemble un petit peu au protocole des Sadduciens. J'ai dit, mais attendez, ça n'a rien à voir. C'est un truc officiel, etc. Mais tellement ce mot a terrorisé, et je vais finir par une anecdote. Lorsque le livre allait paraître, j'avais une quatrième
de couverture que je me baladais avec. À l'époque, j'étais membre de l'UJFP, l'Union des Juifs pour la paix. Et j'ai rencontré à une réunion une journaliste de l'Humanité. Je lui ai montré la 4e, elle m'a dit « Ah, c'était très intéressant, envoyez-moi le livre ». Donc j'ai demandé au service de presse de l'Harmattan d'envoyer le livre. Elle n'a jamais voulu en parler. Elle a eu la trouille parce qu'elle s'est dit « Oula, c'est de la dynamite ». Donc voilà à peu près les Sayanim. Bon, j'ai écrit d'autres romans, notamment par exemple « Confession d'un Sayan » aux éditions Contre-Culture, où j'ai voulu montrer comment un juif athée est devenu Sayan presque malgré lui à 50 ans. Voilà. Et donc, en quoi consistait son boulot? C'est un roman, hein, mais enfin, moi j'aime le roman parce qu'il me donne de la liberté Oui. et il me donne la possibilité de rendre vivant un personnage. Pourquoi il fait ça, etc. Qu'est-ce qui le pousse, etc. Voilà. Voilà, j'ai à peu près. Bon, j'ai essayé de faire un petit résumé. Je vais être honnête avec vous, le Printemps des Sayanim, c'est le seul livre que j'ai lu de vous. Et en fait, je l'ai même plus avec moi puisque je l'ai prêté, je sais même plus à qui et on me l'a jamais rendu. Donc je l'ai même plus en fait, malheureusement, le bouquin. Mais là, avant de redonner la parole à Maximus, ensuite on va vous poser quelques questions sur l'actualité. Alors je vous vois, je suis désolé, c'est un automatisme. Désolé, Jacob, on va faire comme ça. Pour moi, c'est plus simple. Je sais pas, 80 ans, il y a 35 ans d'écart. Moi, c'est un automatisme. Quand c'est comme ça, j'arrive pas. Malheureusement, j'ai parfois du mal à faire autrement. Et ce qu'on va faire là, on va faire un petit exercice parce que j'ai fait quelques recherches avant de démarrer le direct avec vous. Et donc, on va revenir sur vos différents ouvrages. Mais je me suis rendu compte en faisant les recherches aussi que, évidemment, vous avez des homonymes et apparemment, il y a aussi des homonymes qui écrivent des bouquins, si je me trompe pas. Donc, je vais vous montrer différents ouvrages. Vous allez me dire si c'est de vous, oui ou non. Et puis comme ça, on va voir si j'ai bien bossé. En tout cas, déjà, là, il m'en manque un, c'est Confession d'un Sayanim, je l'ai pas. Alors, ça, c'est vous. Nouvelle judéo-maghrébine, ça, c'est vous. OK. Le prof de philo avait la baraka. Oui. Ça aussi, c'est vous. Oui. Un pont sur le Détroit. C'est moi, oui. OK. De Esther à Fatima. C'est moi. Dieu repasse, Dieu ne repasse pas à Bethléem, pardon. Alors, si tu permets, je vais dire 2 mots de ce roman. En fait, Dieu ne repasse pas à Bethléem. J'ai voulu montrer l'arnaque des accords d'Oslo. C'est-à-dire, c'est un roman qui montre, par des personnages évidemment palestiniens, etc., comme quoi Dieu ne repasse pas à Bethléem. C'est quoi le sens? C'est-à-dire que Dieu est passé une fois à Bethléem, il y a 2000 ans, mais je dis aux Palestiniens, ne croyez pas au miracle, il ne va pas repasser. Voilà. Si vous continuez à croire aux accords d'Oslo, Dieu ne repassera pas et ne vous sauvera pas. Voilà. Vas-y, continue. Ok, alors le destin d'Esser Ben Amis Mires. Oui, c'est moi, oui. C'est vous aussi? Bon, ça va, jusque-là, je suis pas trop mauvais. Alors, d'un holocauste à l'autre, roman. C'est moi, oui. Alors celui-là, je crois qu'il est assez récent. Par contre, j'ai trouvé une deuxième couverture. Il a été édité chez Contre-Culture. Ça a changé d'éditeur entre-temps? Oui, il y a eu 2 éditions. Un sur Contre-Culture et un autre, je ne me souviens plus, je crois que c'était Amazon, quelque chose, je ne me souviens plus. Voilà. J'ai pas trouvé non plus l'éditeur sur le second. Ensuite, on a le plus connu, je pense, votre plus grande réussite, je pense, Le Printemps des Sayanim. Oui. Et puis, enfin, L'espionne et le journaliste, le Mossad mène le jeu. Je pense que c'est de vous aussi, oui. Oui, c'est moi. Alors, si tu permets, je vais dire 2 mots là-dessus. En fait, le Maroc, les services secrets marocains avaient accepté de recevoir des prisonniers envoyés par la CIA, le style Guantanamo, c'est-à-dire des prisonniers qui ne pouvaient pas être jugés et qu'il fallait mettre au secret. Et donc, moi, j'ai inventé une histoire, toujours romanesque, c'est-à-dire que le numéro 2 de la DST marocaine, qui était nationaliste, et il s'opposait, il n'était pas très content de se soumettre à la CIA et de recevoir de ces prisonniers. Et donc, le Mossad et la CIA lui ont monté un truc pour l'humilier, le déconsidérer. Il a été obligé de démissionner pour ne pas qu'il devienne le numéro 1. Voilà.
Et enfin, du danger de monter sur la terrasse. Voilà. C'est Alors, ça. bon, si tu veux que je dise deux mots, c'est une petite fille juive de 10-11 ans, 1960-61, enlevée dans la rue ou sur une terrasse par un musulman marocain et convertie à l'islam. Ce sont des faits réels qui sont arrivés au Maroc à cette époque-là. Et ça montre, comment dire, comment les Juifs à l'époque vivaient dans une attitude de dimitude, c'est-à-dire de soumission, et c'est ce qui explique leur mal-être et qui les avait poussés à partir. Voilà. Et alors, moi, Latifa, ça aussi, c'est Alors, moi, vous? c'est une fille de 16 ans que la famille veut marier à un cousin très riche et qui décide de se révolter. Voilà. Et Ok, donc, ça, alors, c'est à la je, première personne. Voilà. je pense qu'il en manque. Alors, s'il en manque, vous pouvez peut-être Alors, compléter. non, il manque les noces du commissaire, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure sur C'était le les hommes. premier? C'est le premier, voilà. Oui. D'accord, donc bah, je rappelle que vous êtes auteur romancier et que bah, d'ailleurs j'étais surpris par une telle bibliographie. Moi je vous dis, je connaissais qu'un seul ouvrage de vous et ensuite je vous ai beaucoup connu par le biais d'Égalité et Réconciliation et donc bah, j'ai été surpris par une bibliographie en tout cas aussi riche. Ben, j'écris presque un roman par an, parce que pour moi, l'écriture, j'ai commencé comme une espèce de thérapie. Voilà. C'est-à-dire, j'étais très très mal en arrivant en France. J'avais des problèmes de papier. J'étais illégal à un moment donné, et c'est très difficile à vivre. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la peine, mais c'était une période difficile. Et l'écriture m'a permis, je vais dans une bibliothèque pour écrire. Et les 3-4 heures que je passe dans une bibliothèque, je perds la notion du reste. C'est-à-dire, j'oublie tous mes problèmes, tous mes soucis. Et donc, pour moi, c'est devenu, même quand ma situation s'est régularisée, j'ai obtenu la nationalité française, etc. Mais l'écriture, pour moi, reste une discipline de vie. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter d'écrire. Voilà. Vous écrivez toujours dans les bibliothèques aujourd'hui? Toujours, toujours. Toujours. Parce que la bibliothèque, pourquoi? Parce que quand je passe 3 heures dans une bibliothèque, on a de très belles bibliothèques à Paris, notamment la bibliothèque historique, par exemple, ou la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris. Magnifique bibliothèque à l'ancienne, etc. C'est que 3 heures dans une bibliothèque, c'est inestimable. C'est-à-dire que c'est 3 heures d'écriture. Si j'étais chez moi, bon, je sais pas, il y a toujours des dérivatifs, il y a la musique, il y a le café. Et puis, c'est une question d'inspiration. L'écriture, par exemple, ce matin, j'étais à la bibliothèque et puis je me suis dit, ce matin, c'est terrible. Hein. J'ai vraiment du mal à passer un truc. Et puis, j'ai un système à moi. Je me dis, Jacob, regarde la montre, tu pars pas avant 11h30. Donc, débrouille-toi, tu te démerdes. Voilà, tu es assis, c'est pas grave, tu n'écris pas, mais tu es là jusqu'à 11h30. Eh bien, ça vient. Donc, c'est un truc que je donne à ceux qui veulent écrire. Enfin, ils peuvent peut-être s'en inspirer, je ne sais pas, mais moi, ça m'a toujours réussi. Voilà, l'écriture, c'est une discipline. Déjà, au départ, bien sûr. Voilà. Alors, Maximus, bah, à toi la parole. Si tu as une question pour Monsieur Cohen, bah, je t'en prie. Oui, j'en ai plusieurs d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant tout ce que Jacob vient de nous exposer. Notamment, on voit aujourd'hui, on parle de soumission justement à une autorité qui serait extérieure à la France, qui serait en fait l'entité israélienne. Mais alors les Sayanim, on les voit un petit peu partout. Hein. J'imagine que on n'a pas besoin de les nommer. Hein. Tous ceux qui sont très très bien exposés médiatiquement en sont. Je pense j'imagine qu'on peut y inclure par exemple Cyril Hanouna, qui est très très ami d'ailleurs avec Marco Mouli, qui était dans ces histoires de taxe carbone. Est-ce que le fait justement que la taxe carbone soit quelque chose qui soit particulièrement communautarisé rentre aussi dans la définition de ce qu'est une organisation de Sayanim, ou alors les Sayanim ne sont que des individus mais ne peuvent pas être des organisations. J'aimerais bien savoir s'il existe par exemple des entreprises qui sont Sayanim. Ça
Évidemment, évidemment, ça veut dire que c'est d'abord une personne. Cette personne-là peut avoir une entreprise. Par exemple, je peux presque affirmer que le patron de Publicis, depuis 40 ans, depuis Bleustein Blanchet, est une entreprise de Mossad. Voilà. Et donc, imaginez la force de frappe que cela représente. Et il domine, il contrôle 60% de la publicité, du marché publicitaire en France. Donc, imaginez quand, par exemple, le président de Publicis vient à la télévision et dire que celui qui ne participe pas à la manifestation contre le Hamas peut être considéré comme antisémite, tous les patrons des, vous savez, France 2, etc., enfin, toutes les entreprises ont un service de publicité. Je ne sais pas comment on peut dire ça, un département publicitaire, etc. Ils ne peuvent pas se mettre à dos le patron de Publicis. Voilà. Et donc, ils savent de quel côté il est. Et donc, ben, il faut lui faire, il ne faut pas le contrarier. Voilà. Et donc, imagine, bon, mais ça, vous savez, les Sayanim, il y en a 4000 à 5000 en France. Donc, imaginez 4000 à 5000 en France. Pourquoi je dis il y a 4000 à 5000 en France? Parce que Victor Ostrovsky raconte des faits de Sayanim à Londres et en France, des faits concrets, bon, sur lesquels je ne vais pas m'étendre à moins qu'on me pose des questions. Mais en 1985, le Mossad avait mobilisé 3000 Sayanim à Londres pour capturer, retrouver la trace de, comment il s'appelle, celui qui avait dévoilé le truc nucléaire israélien qui s'était réfugié en Angleterre, Ouanoumou, voilà. Le Mossad savait qu'il était réfugié à Londres. Et il a mobilisé 3000 Sayanim pour retrouver l'hôtel où il se trouvait, et il a réussi. Et donc, moi, par extrapolation, comme il donnait des chiffres, je me suis dit, s'il y avait 3000 Sayanim à Londres, uniquement à Londres, à mon avis, il doit y avoir au moins 4000 à 5000 en France. Et d'autant plus que la France compte la plus grande, en dehors des États-Unis, compte la plus grande communauté juive. Et donc, nous, on connaît des personnes, mais on connaît peut-être même pas 2 ou 3%, parce que ce sont des gens connus. Mais imaginez tous ceux qui ne sont pas connus et qui sont, par exemple, que cite Victor Ostrovsky, l'Irak avait envoyé des ingénieurs nucléaires à Saclay. Bon, évidemment, le Mossad était au courant, mais pour lui, c'était très facile. Il avait un Sayan à Saclay. Donc, il lui a demandé, sortez-nous les dossiers de tous les Irakiens, on fait une photocopie et vous les remettez. Mais un autre service secret, ça lui aurait pris des mois pour retrouver les traces, etc. Et donc, ils ont des Sayanim partout, qu'on ne connaît pas, parce que ce sont des gens infiltrés dans la publicité, dans l'édition, etc. Par exemple, dans l'édition, Marion Sigaud avait fait un livre qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada. Le contrat était signé, le livre devait sortir. 2 semaines avant, l'éditeur, probablement sous pression, hein, il a appelé, il lui a dit le livre ne sortira pas. Voilà. Enfin, je peux vous donner un exemple, par exemple, Irène Frein, qui était une grande écrivaine dans les années 90 et qui avait une rubrique sur Europe 1 et qui un jour avait parlé des enfants palestiniens. Mais on l'a tellement harcelée, etc. Elle avait dit, moi je l'ai entendu, elle avait dit, je ne veux plus entendre parler de ces problèmes. J'ai tellement souffert que je ne veux plus. Donc, imaginez tous les harcèlements, toutes les menaces qu'il y a qu'on ne connaît pas, nous, voilà, que subissent, sans compter, par exemple, rappelez-vous l'humoriste de Canal+. Moi, il m'a fait pitié. Enfin, c'est un humoriste qui faisait un truc de 5 minutes chaque soir à la grande époque, vous savez, de Michel Denisot, etc. Enfin, la grande époque de Canal+, avec les Guignols et tout. Et un jour, il avait fait une blague un peu sur les Juifs ou Israël, je ne me souviens plus. Et le CRIF a dit, ça frise l'antisémitisme. Et c'était qui déjà cet humoriste? Le nom ne me revient pas. Enfin, c'est très connu. Il avait à peu près 35-40 ans. Et le lendemain, il est venu avec les larmes aux yeux. Vraiment, ça m'a. Parce qu'il savait très bien ce type. Je ne lui en veux pas du tout. Parce que son avenir, il jouait son avenir. Il a pleuré. Il a dit. Decaune, Antoine Decaune ou Guillon? Non, pas Antoine Decaune. Stéphane Guillon? Hum? Stéphane Guillon?
Non, non, non. Non. Non, pas aussi connu, pas aussi Moi, connu. Mais je me rappelle de la blague de Jean-Luc Reichmann qui avait fait 3 youpies, 1 youpin et qui avait été convoqué derrière sur Radio J pour s'exprimer par rapport à ça. Et il leur avait dit: «Attendez, je vous rappelle que je m'appelle Jean-Luc Reichmann avec 2 N, donc oui, je fais partie de la communauté». Et c'est vrai que les gens qui s'étonnent, par exemple, que les footballeurs, les artistes ne s'expriment pas sur Gaza, il faut les comprendre. Enfin, moi, je les comprends. Tu as une carrière, tu la joues sur une déclaration. ouais. C'est pas évident. Voilà, parce que un footballeur, si tu lui enlèves le foot, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, ouais, bah, oui, c'est clair, hein. C'est le Voilà. gagne-pain, hein, donc perdre son gagne-pain, c'est Et il savait faire. Pourquoi Dieudonné, on l'a puni de cette façon-là? Ou Stéphane Blé. Stéphane Blé était un génie de la musique, un génie dont la France aurait pu s'enorgueillir. À 15-16 ans, il jouait dans les grandes salles, à Pleyel, à Gaveau, et il composait. Aujourd'hui, il aurait pu être l'une des grandes figures, il aurait pu avoir des rues à son nom, des conservatoires à son nom. Eh bien, parce qu'il était pro-palestinien, il a été, enfin, bon, vous connaissez son histoire. mmh. Voilà comment fonctionnent les Sayanim. C'est la terreur, ils terrorisent, et c'est ça qui pousse les gens à fermer leur gueule et à se taire et à craindre. Ils ont la trouille, les gens ont la trouille, voilà, tout simplement. Bah, pour ceux qui ont leur métier qui passe par le biais des grands médias, ben, c'est la comment dire? La mort Voilà. de leur exercice. Et puis pour les gens comme nous, on nous promet la mort économique et sociale, en tout cas, si jamais il y a la moindre critique envers Israël. Le propre d'un Sayanim, c'est bien ça, hein, c'est bien d'empêcher toute critique négative d'Israël et de la politique israélienne. Ça dépend. Et vous avez des Sayanim dans les banques. Donc, ils ont leur rôle. Par exemple, savoir ce qui se passe dans une banque. Par exemple, je ne sais pas moi, mettons, l'Arabie Saoudite a des comptes, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce compte. Ah, il y aurait Comment du délit d'initié carrément alors même. Ah oui, bien sûr, ils ont des types dans les bourses, ils ont des types dans la réserve fédérale, ils ont des types dans les assurances, dans le cinéma, dans les producteurs. Par exemple, il y a un acteur, le metteur en scène du film qui a reçu l'Oscar cette année. Enfin, je me souviens, c'était un film, bon, le nom me reviendra. Il a reçu l'Oscar et il a fait une déclaration, d'ailleurs, je crois qu'il est juif, et il a fait une déclaration sur Gaza. Bon, courageux. Le type venait d'avoir un Oscar. Mais le lendemain, il y avait 450 producteurs, le gratin de Hollywood, le gratin, qui a publié un communiqué pour dire que c'était pas bien, etc., qu'il fallait pas ceci, cela. D'abord, pour clarifier les choses et surtout un message aux autres. Dire attention, l'industrie du cinéma est derrière Israël. Celui-là peut le dire parce qu'il vient d'avoir un Oscar, mais attention à vous, les prochains, si jamais vous osez dire quelque chose. Et voilà, c'est ça qui fait, qui fait se taire les médias. Aujourd'hui, par exemple, j'ai publié une vidéo datant de 1976 du Shah d'Iran, interviewé par une télé américaine, où il dit cette vidéo, elle est sur mon compte Telegram, c'est pour ceux qui veulent la voir. Et le Shah d'Iran disait, avec un truc un courage extraordinaire à l'époque, enfin, il disait les Juifs contrôlent tout aux États-Unis, contrôlent les médias, contrôlent l'économie, les banques. Et le journaliste effaré, il lui dit, mais enfin, le président ne peut pas rien faire contre eux. Et j'ai publié la vidéo et j'ai publié un commentaire, je disais, est-ce que le Shah d'Iran n'a pas payé en 1978 parce que l'Amérique l'a lâché en 1978. Et donc, il a peut-être payé cet excès de critique ou d'indépendance. Alors j'aurais une autre question pour vous après, mais avant, je vais donner la parole à Maximus, il a une nouvelle question. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que des personnalités de très haut rang, comme Nicolas Sarkozy, qui a été président français, a agi ou plus dans l'intérêt d'Israël, par exemple, en cela, ça fait de lui un grand sayanim. Est-ce qu'il y a des petits sayanim, des grands sayanim? Et est-ce que aujourd'hui, on peut parler, puisque
On nous parle matin, midi, soir de droits de l'homme, d'état de droit et de démocratie. Est-ce que tout ça n'a pas disparu dans une sorte de judéocratie? C'est la question que je pose à Jacob Cohen. Et j'ajouterais, pour compléter, excusez-moi, est-ce qu'il y a des Sayanim non juifs? Non. Alors, la définition d'un Sayan, par définition, le Sayan est un juif. Maintenant, il peut y avoir, par exemple, des non-juifs qui collaborent avec Israël, qui défendent Israël, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, Chalgoumi. Enfin, bon, il y en a d'autres. Mais pour dire, mais le Sayan est, par définition, un membre de la communauté juive vivant dans la diaspora et qui accepte de collaborer avec le Mossad. Voilà. Après, les autres, je ne sais pas si Sarkozy se considérait comme un juif, mais les autres, ils le font soit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je pense que les dirigeants européens, pour une part, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de s'allier, de protéger Israël, obligés, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a le sentiment de culpabilité, parce qu'il y a probablement des formes de chantage, parce qu'ils sont noyautés, et puis Israël fait peur. Israël fait peur. C'est-à-dire, j'ai déjà dans mes lectures, j'ai trouvé des passages où des diplomates, par exemple français, dans des réceptions, ils regardaient à gauche, à droite pour voir si personne ne les écoutait, pour dire, pour insulter Israël et ses agents. Vous prenez par exemple le général de Laval, avec qui j'ai fait 2 ou 3 interviews, il avait dit d'ailleurs, il était parti pro-israélien au Liban en tant qu'officier de l'ONU, et 2 ans après, il est revenu antisioniste, parce qu'il les a vus. Mais lui, il a eu le courage de le dire, alors que les autres ont la trouille. Et donc, en fait, il y a un sentiment de terreur qui est aussi parce que on sait de quoi ils sont capables, les sionistes. Je veux dire, ils ont quand même assassiné Kennedy parce qu'ils voulaient mettre des bâtons dans les roues sur le programme nucléaire. Ils ont fait le 11 septembre, ils ont assassiné 40 marins du Liberty. Ils n'ont pas d'amis, les sionistes. C'est-à-dire, par exemple, le grand ami, l'Amérique. Ils ont introduit le plus grand espion dont on ne parle pas beaucoup malheureusement, et qui s'appelle, le nom va m'en venir. Il a été autorisé à retourner en Israël il y a 1 an ou 2. Il a passé 30 ans en prison. Et aucun président n'a osé le libérer avant terme. Il a pillé les plus grands secrets militaires américains, dont certains ont été vendus aux Russes. Et voilà, enfin, en fait, entre autres, par exemple, la DST, elle enrage sur par exemple, une fois, ils ont reçu un diplomate dans les années 90, un diplomate palestinien qui n'était absolument pas, un diplomate, un homme politique palestinien sous leur protection. Et évidemment, le Mossad le savait, et ils sont allés à sa rencontre sur le boulevard Montparnasse, et ils l'ont abattu sur le boulevard Montparnasse. C'était dans 95 ou 96. La DST était, mais enragée, mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un allié redoutable, mais qu'on a peur de provoquer parce qu'on sait qu'ils sont capables de tout, et même de faire des tas de trucs sous faux drapeau. Et donc, c'est un régime qui fait peur. Et c'est pour ça que les régimes occidentaux sont, presque en tremblant, ils discutent avec lui. S'il vous plaît, un cessez-le-feu. Ils implorent. Alors, imaginez la Russie, cette grande puissance. Ils imposent des sanctions. Ils ont le verbe haut et tout, mais face à Israël, ils perdent leurs moyens. Voilà. Alors, pour parler un petit peu de l'actualité, là récemment, Oui. je crois que c'est hier ou avant-hier, Emmanuel Macron a décidé de stopper les livraisons d'armes à Israël. Comment on peut interpréter la position de Manuel dans tout ça là? Alors, il faut relativiser. D'abord, il a dit uniquement pour Gaza. Bon. Or, Gaza est déjà à 90% détruite. Je ne vois pas en quoi la fourniture d'armes peut contribuer à sauver quoi que ce soit. Bon, d'une part.
Deuxièmement, il a voulu. Le problème de Macron, c'est comme on dit, c'est-à-dire les deux en même temps. Voilà, c'est le en même temps. Il a défendu Israël, mais de temps en temps, il se dit quand même la voix de la France, etc. Et donc, il lance un truc qui tombe à plat. Parce que, d'abord, la France ne vend pas grand-chose à Israël. Le plus grand fournisseur est l'Amérique et le deuxième, c'est l'Allemagne. Or, ces deux pays ne vont pas cesser de vendre ce que donne la France, c'est vraiment anecdotique. Et donc, il a fait. Donc, c'est une déclaration sans portée réelle. Mais il pensait, bon, je vais me gagner un peu de crédibilité au Liban, dans le monde arabe. En fait, c'est tombé à plat parce qu'il a reçu une réponse cinglante de Netanyahou. Et donc, le gouvernement s'est précipité pour dire non, 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 pas du tout. Voilà. Et finalement, j'ai écrit dans une interview que je plains Macron qui a rampé devant le lobby sioniste pendant 1 an pour faire une déclaration complètement qui n'a même pas de portée. C'est ça le problème. Voilà, qui n'a pas d'utilité. Pourquoi il a fait ça? C'est juste pour se donner un petit air. Voilà. Et puis il s'est fait rabrouer et tout est rentré dans l'ordre. Et la France a encore perdu dans cette affaire un peu pour ce qui lui reste de dignité, de fermeté, d'indépendance. Excuse-moi, j'étais en train d'écrire dans le clavier. Oui, Maximus, si tu veux. Si tu as d'autres questions, pardon. Oui, j'ai beaucoup de questions. En ce moment, il y a beaucoup, on parle beaucoup de Pierre Hillard qui a écrit un livre sur les Lubavitch. Alors, la question, parce que je suis pas un expert de la question des Lubavitch, et on m'a souvent interrogé là-dessus. Moi, je connais un peu les arcanes du mondialisme. Je sais quels sont les organes puissants de ce mondialisme. Il y a évidemment des clubs comme le Bilderberg, la Commission trilatérale, le club des 300. Il y a aussi, évidemment, le Bnei Brit, etc. Tout ça, ça rentre un peu dans la puissance de feu qu'utilise le mondialisme contre les peuples. Et j'aimerais savoir, qui est subordonné à l'autre, le mondialisme ou le sionisme, ou sont-ils, comme j'aime à le rappeler ou à les appeler, des vrais et des faux jumeaux? Est-ce qu'ils ont réellement les mêmes objectifs, sionisme et mondialisme, où il y a des divergences? Et finalement, au fond, qui sont les Lubavitch? Comment il faut les considérer? Et sont-ils plus puissants que les Rothschild? Alors, je vais commencer par la dernière question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements religieux juifs, surtout les Ashkénazes, je parle des Ashkénazes, ils sont divisés, ils sont répartis en sectes. Enfin, secte, c'est peut-être pas le mot approprié, mais disons, il y a un rabbin qui a une grande aura et qui fonde une école. Et il a des disciples. Voilà. Et donc, il y a plusieurs écoles, ou plusieurs écoles en Israël et dans la diaspora. Et elles se partagent l'influence sur ces communautés juives. Et le Lubavitch, donc du nom de leur rabbin aussi, qui a une grande autorité, mais il y en a d'autres dont on n'entend pas parler, mais qui sont aussi puissants en Israël et notamment encore en Russie, en Ukraine, qui ont des filiales là-bas, beaucoup moins ailleurs parce que ce mouvement a perdu de sa religiosité. Et donc, voilà, il y a peut-être 5 ou 6 groupes ou 7, enfin. Et ce qu'il y a aussi, c'est que même ces mouvements sont divisés en écoles. Par exemple, vous savez ce que c'est une yeshiva? C'est une école d'études, enfin c'est un centre d'études du Talmud. Voilà. Et donc, il y en a des dizaines et des dizaines en Israël. Et souvent, elles forment une espèce de petite entité indépendante. C'est-à-dire que le chef de la yeshiva a comme une espèce de domaine réservé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a certes un grand rabbin qui représente la communauté ashkénaze,
mais il y a ces autorités locales ou partielles qui ont autant leur importance. Et donc, si vous voulez, le Lubavitch, c'est une de ces sectes. Elle fait entendre parler d'elle parce qu'elle a un département de relations publiques très important. Voilà, ils sont très forts dans le relationnel. Les autres, vous n'entendrez jamais parler d'eux, alors qu'ils sont aussi forts, sinon plus puissants que les Lubavitch. Les Lubavitch ont un système, d'abord, ils sont présents dans pas mal de villes. Ils font beaucoup de, vous savez, ce sont les jeunes, je ne sais pas si vous, on les rencontre parfois à Paris, du côté de Saint-Paul. Ils veulent mettre les téphilines, les phylactères aux gens, aux passants, etc. Donc, ils font beaucoup de propagande, je n'ai pas le terme, mais disons, essayent d'influencer à l'extérieur, se montrent engageants et tout, alors que les autres sont très discrets, ils ne voudraient jamais faire ça. Et donc, c'est pour relativiser la puissance des Lubavitch, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne forment qu'une secte parmi d'autres. Voilà. Et en Israël, je ne suis même pas sûr qu'ils sont très forts. C'est-à-dire que les ministres, les députés et les ministres religieux ashkénazes, ils ne viennent pas des Lubavitch. Ils viennent de Yahadut HaTorah, par exemple. Donc, ils viennent de groupes religieux ashkénazes dont on n'entend jamais parler, qui sont très discrets. Ce sont eux qui ont le pouvoir politique. Les Lubavitch n'ont qu'un, en tout cas, ils ont réussi à faire une espèce de mouvement qui est très connu, et donc les gens se disent, ah voilà, on dirait que c'est le seul, alors qu'en Israël, moi j'ai des membres de la famille qui sont des Lubavitch, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir réel dans la politique ou l'économie. Voilà. Maintenant, revenons-en au mondialisme. D'abord, j'aimerais faire une remarque, et je l'ai dit il y a quelques jours dans une vidéo. Le peuple juif, contrairement à ce qu'on pense, en dehors de Rothschild, mais le peuple, les Juifs, jusque dans les années 50, dans le monde entier, enfin dans le monde occidental, ils rasaient les murs. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis étaient un pays antisémite, c'est-à-dire, je vais vous donner 2 exemples. Il y avait un numerus clausus dans les grandes universités américaines, les 5 grandes universités qui font partie de l'Ivy League, la Ligue du Lierre ou quelque chose comme ça. Il y a Harvard, Stanford, enfin bon, il y a les 5 grandes. Il y avait un numerus clausus, juste dans les années 50, qui était admis tacitement. Ça veut dire que les Juifs ne pouvaient pas avoir plus de 3 à 4% dans ces universités-là, parce qu'on estimait que si on ouvrait les portes, ils pourraient avoir 10-20%. Deuxième exemple de l'antisémitisme. Les grands, vous savez, aux États-Unis, il y a les grands clubs, les country clubs. Plus vous êtes riche, etc., et plus vous avez des clubs sélects. Et les clubs très, très sélects étaient interdits aux Juifs dans les années 50. Et je vais vous donner une illustration. François Sagan, pour ceux qui veulent le voir, vous savez, François Sagan a écrit un petit livre sur son voyage aux États-Unis, après son fameux best-seller Bonjour Tristesse, 51 ou 52. Elle a été invitée aux États-Unis. Elle est allée, on l'a baladée elle a passé 1 mois. On l'a emmenée au Connecticut, donc dans les grands trucs. Enfin, elle est dit, je l'ai lu, elle a dit, j'étais absolument ahuri de constater que à l'entrée de ces clubs, ils disaient interdit aux Juifs. Et donc, juste pour dire une chose, les Juifs rasaient les murs. Même le lobby juif aux États-Unis n'osait pas s'exprimer dans les années 60. Ils fermaient leur gueule. Voilà. Et c'est à partir de 1960, peut démarrer le tournant en 1967, c'est-à-dire la guerre de juin 67, qui a rendu les États-Unis, vous savez, les États-Unis n'ont jamais vendu d'armes à Israël avant 1967, n'ont jamais donné un sou à Israël avant 1967. Les États-Unis, quand Israël a conquis le Sinaï dans cette guerre tripartite, France, Angleterre, Israël contre l'Égypte de Nasser. Israël a occupé le Sinaï. Qui l'a fait partir? Un ultimatum des États-Unis. Ils lui ont dit, vous partez là, tout de suite. Et ils sont partis.
Et donc, les Juifs, si vous voulez, n'ont commencé à prendre de l'importance, et ils ont réussi, ça incontestablement, grâce à beaucoup de choses. Et donc, on peut imaginer que le lobby juif, ou si on peut appeler ça le lobby juif, a trouvé une concordance d'intérêts avec l'État profond américain, avec le mondialisme. Par exemple, les néoconservateurs, ce sont en partie sont des juifs, d'anciens progressistes, etc., mais qui ont épousé, qui ont trouvé un terrain d'entente avec les sionistes. Donc, par exemple, Israël a été le premier État, le premier pays qui a adoubé la vaccination, qui a passé un contrat avec Pfizer, etc. Donc, en fait, il y a eu une espèce, à un moment donné, les intérêts sont trouvés convergents entre l'intérêt d'Israël, l'intérêt de l'État profond sioniste et le mondialisme dont le centre se trouverait aux États-Unis. Et donc, ils poursuivent le même objectif. Voilà. Alors, juste avant de redonner la parole à Maximus pour Oui. la question suivante, vous êtes 784 sur YouTube, vous êtes 4500 sur des lives et sur VK, je ne sais pas parce que j'ai pas les chiffres, et donc j'en profite pour faire le petit programme de la chaîne. Donc demain soir, pour ceux que le sujet des Lubavitch intéresse, demain soir sur cette chaîne à 21h, je recevrai Monsieur K. Voilà, chose promise, chose due. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de l'inviter justement pour pouvoir lui poser des questions. Donc demain soir, ce sera Monsieur K pour une FAQ. Hein. C'est pas une foire aux quenelles, c'est une foire aux questions. Donc vous pourrez lui poser différentes questions que vous voulez lui poser après une introduction que nous fera Monsieur K. Jeudi soir, c'est la libre antenne et juste après ma petite intro en libre antenne, je recevrai, comment elle s'appelle déjà, Lise Philippe, parce que récemment, j'ai fait une petite critique parce qu'elle a reçu, comment il s'appelle, merde, je me rappelle plus de son nom, à lui aussi. Elle a reçu récemment quelqu'un que j'ai combattu pendant un certain temps. Et donc, vous allez me mettre le nom dans le clavardier là parce que je me rappelle plus. C'est les trous de mémoire, c'est insupportable. Enfin bon, bref, elle m'a demandé un droit de réponse. Lise Philippe m'a demandé un droit de réponse, donc je lui accorderai ce droit de réponse jeudi soir en début de libre antenne. Et puis ensuite vendredi soir, ce sera le journal ouf. Donc voilà, rendez-vous demain soir. Rémi Daillé, ouais voilà, je parlais de Rémi Daillé. Rendez-vous demain soir 21h sur cette chaîne pour la soirée avec Monsieur K. Maximus, je t'en prie. Oui, je vais revenir sur le sujet des Lubavitch parce que Oui. j'ai l'impression qu'on en fait un peu tout un fromage. Et moi, personnellement, je considère que la menace, elle est beaucoup plus forte avec les mondialistes, à moins que les Lubavitch aient une influence, comment dire, peut-être beaucoup plus occulte, mais beaucoup plus puissante. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est si on a quelque chose à redouter des Lubavitch en tant que, on va dire, secte. C'est une secte religieuse avant tout ou c'est une secte politique? Quel est le vrai rôle de ces Lubavitch? Donc visiblement, on a l'impression que ce serait un petit peu comme si c'était eux les chefs d'orchestre, j'ai envie de dire, de la direction que prend le monde actuellement. Alors, pour moi, enfin, je veux dire, je suis pas spécialiste, mais pour moi, je trouve qu'on leur accorde trop d'importance. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils sont visibles. Les autres mouvements religieux ashkénazes ne sont pas visibles. Personne ne connaît les noms. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns parce qu'ils sont ministres ou ils sont députés en Israël, mais ils ne sont pas Lubavitch. Les Lubavitch, ils ont gagné parce qu'ils ont, mettons, une centaine, ils sont présents dans une centaine de villes. Ils sont présents au Pérou, ils sont présents en Inde. Ils ouvrent des centres Chabad. Chabad, c'est l'acronyme des Lubavitch. HBD. Voilà, bon. Ils ouvrent des centres. Alors, ils font du prosélytisme. Pas vis-à-vis des goïms. Hein. Non, non. Dieu préserve. Hein. Non, mais par exemple, ils accueillent les Juifs pendant les fêtes, le Shabbat, etc. Et par exemple, hier,
Trump est allé rendre hommage à l'ancien président des Lubavitch, Schneerson. Bon, mais c'est comment dire, parce ils ont accès, contrairement à tous les autres qui sont très discrets, ils ont accès leur influence sur les relations publiques. Voilà, ils sont connus. Et donc, on leur accorde, par exemple, Poutine les accueille. Bon, enfin, on le voit des photos avec lui. Mais ça ne veut rien dire. Enfin, Poutine, il doit certainement savoir qui tiennent vraiment les ficelles, qui tirent les ficelles en Israël et dans les mouvements religieux. Je vous l'ai dit, ce sont les partis présents au gouvernement qui ont des ministres. Rabat, le Lubavitch n'ont aucun ministre, n'ont aucun député. Et donc, moi, ils n'ont pas de pouvoir financier non plus. À ma connaissance, ils ils sont pas à la tête de grandes entreprises ou quoi que ce soit. Et donc, à mon avis, leur pouvoir réel est exagéré. Voilà. Ouais, Maximus, c'est un petit peu ce que je percevais moi aussi à travers un petit peu toute cette effervescence qu'il y a depuis quelque temps autour des Lubavitch, qui pour moi je pense que ce sont des acidiques, hein, c'est ça, hein, ils viennent du mouvement, ouais, c'est ça, hein, si je dis ça de mémoire parce que je suis pas. Oui, mais il y a d'autres acidiques qui ne font pas du grabuge, voilà, qui ont des tas d'écoles, qui ont des tas de bâtiments, d'entreprises même. Il y a des gens, il y a des religieux qui appartiennent à des sectes. Enfin, je dis secte, mais je me suis expliqué tout à l'heure. Il y a des grands hommes d'affaires. Moi, j'en ai connu un, par exemple, à Montréal, qui était un businessman réussi. Il n'était pas Lubavitch, mais il faisait partie d'une secte. Et donc, il donnait, il allait à la synagogue, il donnait à cette secte, etc. Mais c'est toujours resté discret. Ce sont des gens dont on ne voit pas la photo, qui ne font pas des discours. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, moi, ça me fait un peu doucement rigoler. Quand vous voyez, par exemple, Ron Chaya ou Twitou, mais ce sont des rigolards pour les Israéliens. Moi, quand je demande à des gens en Israël, et Twitou et Ron Chaya, ils rigolent. Parce que ce sont des. Vous savez, ici, ils font une vidéo, ils font peut-être 100 000 vues, admettons, bon, d'accord. Mais en Israël, ils sont rien. C'est-à-dire, le vrai pouvoir religieux, il est ailleurs. Voilà. Il est dans de grandes. Vous savez, ce sont vraiment de grandes sectes ou des grands groupes bien structurés, mais qui ne font pas parler d'eux, et ils ont du pouvoir réel au sein de la société. Ils sont au gouvernement, ils occupent des ministères, ils sont des députés. Donc, c'est pas. Et vous ne verrez jamais leurs photos. Voilà. Je sais pas, j'espère que je me suis assez bien expliqué là-dessus. Voilà. Bah, moi, c'est vrai que le sujet des Lubavitch, je connais pas trop non plus. Alors, je sais qu'en ce moment, comme le dit Maximus, ça fait un petit peu beaucoup parler dans la dissidence actuellement. Il y a Pierre Hillard aussi qui a écrit un livre récemment, Comprendre l'Empire Lubavitch. D'ailleurs, au passage, j'ai aussi envoyé une invitation aujourd'hui, ainsi qu'à, comment il s'appelle, Youssef Indy, pour parler de son dernier bouquin aussi. Donc, avant de vous dire quand est-ce qu'ils passeront sur cette chaîne, j'attends simplement un retour de leur part. Pour ce qui est du sujet des Lubavitch, alors c'est vrai que de ce que j'ai compris, en effet, si on se base sur ce qu'on voit nous ici en France, oui, on voit plus des Sayanim comment dire, à la solde d'Israël et surtout on va dire de la politique de Benjamin Netanyahou. Mais de ce que j'ai compris, eux, ils auraient surtout de l'influence du côté russe et du côté des pays de l'Est. Mais comme je vous l'ai dit, on va creuser un peu plus le sujet demain soir. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter tous ceux qui parlent de ce sujet actuellement, et puis on va tout simplement écouter leurs arguments à chacun, et puis ensuite je laisserai aux gens la liberté de se faire leur propre opinion sur ce qui concerne ce sujet. Voilà, tout simplement. En tout cas, je suis bien content, Monsieur Cohen, d'avoir votre opinion par rapport à ça ce soir. Maximus, si tu as encore une question, après on va pas tarder à Oui, libérer Jacob parce qu'il m'avait dit juste une heure.
J'ai une question concernant Bill Gates. Est-ce que Oui. Bill Gates appartient à la communauté juive ou il en est en dehors? Parce que on sait que son père était un avocat, l'avocat de David Rockefeller. Mais est-ce que Bill Gates, que j'ai vu plusieurs fois porter la kippa, appartient à la communauté juive? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, en fait, le problème aux États-Unis, c'est que vous soyez juif ou non, il y a une telle interpénétration, il y a une telle presque, enfin, cousinage, euh, presque de l'inceste. Enfin, bon, j'exagère un peu. Mais il y a une telle interpénétration des intérêts, que c'est difficile presque parfois de faire la part des choses. C'est-à-dire que, vous savez que, par exemple, le président de voiture Ford, bon, il a écrit un fameux livre antisémite dans les années 20. Bon, Henry je sais pas. Ford, oui. Le juif Voilà, international. voilà. Bon. Mais cette période est révolue. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des, enfin, regardez la classe politique, les hommes d'affaires, etc., il y a une telle, comment dire, il y a une telle, les intérêts se sont épousés, se sont quasiment identifiés. Ça veut dire que pour moi, je ne sais pas si Bill Gates est juif ou pas, mais à la limite, ça a peu d'importance. C'est-à-dire Bill Gates, mais s'il n'est pas juif, il agira comme un juif. C'est-à-dire, il va défendre les intérêts de l'État profond, donc où les juifs sont ultra présents. Enfin, pensez à Epstein, comment il a pu échapper à tous enfin, il a pu faire tout ce qu'il a fait en toute impunité. Ça veut dire que ça demande, il a reçu des sommes extravagantes enfin, il a reçu des millions et des millions de dollars, on ne sait pas comment, etc. Ben, ça veut dire qu'il a bénéficié de complicité en fantastique enfin, en haut lieu. Et donc, en fait, il y a cette interpénétration des intérêts, des personnages et tout, depuis 40 ans que cela se fait, que finalement, on peut difficilement maintenant séparer les intérêts des uns et des autres, ou même les religions. Ça veut dire ils font front commun ensemble pour l'État profond, pour mener leur truc, etc. Parce que il y a aussi le fait que l'État profond américain, il sait qu'il peut compter sur l'influence israélienne pour mener son influence en Europe, par exemple, ou ailleurs, parce qu'il sait il peut compter sur des services de renseignement, sur des gens infiltrés au plus haut niveau dans pas mal de réseaux, etc. Et donc, ce sont des alliés qui sont devenus naturels et donc ils s'appuient les uns les autres et ils se combattront pas, voilà. Je, Bah, je, alors, je, Max, oui. je retiens juste le nom de l'espion américain, juif américain, pour ceux qui veulent éventuellement Jonathan Pollard. Voilà. Bah, alors, Maximus, bah, une dernière question peut-être pour Jacob, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il était disponible qu'une heure ce soir. Donc, on va pas vous retenir trop longtemps, sauf si vous êtes d'accord, Alors, Monsieur Cohen, de continuer un petit peu avec nous. j'ai une autre question, c'est concernant. Je peux aller jusqu'à 1h30. Donc, ok, bon, bah, il nous reste une bonne vingtaine de minutes alors. Bah, je t'en prie, Maximus. Allons-y. Alors, Louis, la question que je vais poser aussi à Jacob Cohen, c'est concernant justement les rapports du Maroc et de l'Algérie. Et on sait qu'il y a une grande pénétration à l'intérieur du Maroc. Est-ce qu'on peut Oui. considérer aujourd'hui le Maroc comme un État, une, une plateforme d'Israël dans le Maghreb? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les réseaux, je pense au réseau de André Azoulay, sont l'équivalent des mêmes réseaux, comme par exemple celui de Publicis. D'ailleurs, je rappelle que Aurore Berger a été soutenue par Maurice Lévy, justement, qui était un des anciens de Publicis. Donc, est-ce qu'on peut retrouver au Maroc la même dimension? Est-ce que le Maroc est si arabe que ça? C'est ça la question que je pose. Le Maroc est arabe, mais il se trouve que Hassan II, d'abord, le Maroc
euh, dès son indépendance, il s'est tourné résolument vers l'Occident, au point que, vous savez, l'affaire du Sahara occidental, c'est la faute du Maroc. Enfin, moi, c'est ma conviction. Le Maroc a commis une erreur, la monarchie marocaine a commis une erreur fondamentale. En 1956, ayant obtenu l'indépendance, il y avait des mouvements de libération marocains qui ont dit nous allons poursuivre la lutte pour libérer tous les territoires. C'est-à-dire, il y avait Sidi Ifni, le Sahara espagnol, Ceuta, Melilla. Mais nous voulons aussi une monarchie constitutionnelle. Et le roi, à l'époque, a préféré s'allier avec la France et l'Espagne pour écraser les mouvements de libération et renoncer à récupérer les territoires anciennement marocains. Voilà. Et donc, si vous voulez, le Maroc, dès son indépendance, s'est carrément placé sous la protection de l'Occident. Et en 61, Hassan II a libéré. Mohamed V était contre le départ massif des Juifs vers Israël. Bon, il disait que si les Juifs veulent partir, ils n'ont qu'à faire un passeport et aller là où ils veulent. Mais pas question de permettre au Mossad et à l'agence juive d'emmener 100 000 Juifs comme ça. Voilà. Et Hassan II, en 61, quand il est monté sur le trône, lui, il avait une fascination extraordinaire pour Israël, qui vient aussi de sa détestation de Gamal Abdel Nasser. Pour lui, il est l'ennemi, d'ailleurs, de toutes les monarchies du Golfe. L'ennemi principal était Nasser plutôt qu'Israël. Et donc, il a ouvert, bon, il y a eu que je raconte dans un roman qui s'appelle le Mossad a fait couler un bateau avec 42 Juifs en janvier-février 61. Donc, campagne mondiale, le Maroc empêche les Juifs de partir, etc. Hassan II autorise le Mossad et l'agent juif à faire partir les Juifs. À l'époque, enfin, c'était incroyable, les Juifs partaient, ils n'avaient même pas de pièce d'identité. Vous savez, moi, par exemple, quand je suis né, personne ne m'a inscrit. Le livret de famille n'était pas obligatoire. Et donc, la plupart des familles juives on ne savait pas qui c'était, où étaient nés, etc. Et donc, quand le roi Hassan II a donné la liberté au Mossad d'emmener les Juifs, ils inscrivaient ça sur un bout de papier. Ils disaient, viens toi ici, comment tu t'appelles? Mardoché, ok, tu as combien? 5 enfants, tac, tac, tac. Bon, voilà un billet, tu pars à Casablanca, là-bas on t'emmène, etc. Et donc, ça a été en 1 an ou 2 ans, il y a 100 000 qui sont partis, ou 150 000. Et donc, dès cette époque-là, Hassan II a fait du Mossad un allié pour sa sécurité. Et on dit que le Mossad a trempé dans l'assassinat, l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, par exemple, etc. Et donc, le Mossad a toujours été présent depuis lors, évidemment de manière discrète, mais assurant la sécurité, la formation des officiers, etc. Et coup de théâtre, enfin, si on peut appeler ça comme ça, en 81-82, le Maroc, le roi nomme André Azoulay conseiller spécial. Or, André Azoulay n'a rien de marocain, si vous voulez. C'est-à-dire, c'était un type qui ne parlait même pas l'arabe. C'est un banquier qui a fait carrière, une carrière internationale dans la BNP, Paris, New York, etc. Mais ça, c'est à mon avis, c'est le Mossad et le roi qui sont entendus pour installer André Azoulay comme un super saiyan au Maroc et qui a permis la lente pénétration, la lente acceptation par l'élite marocaine de l'État d'Israël et du sionisme, et qui a fini par la normalisation. Et aujourd'hui, le Maroc est devenu, ce n'est plus de la normalisation, c'est quasiment de la consanguinité. Vous savez, Israël a signé la paix il y a 40 ans avec l'Égypte ou avec la Jordanie, mais ce sont des paix glaciales. Je veux dire, il faut entendre les Égyptiens parler d'Israël ou les Jordaniens. Ils les détestent à un point incroyable. Il y a un avocat égyptien qui a été radié de l'ordre des avocats parce qu'il est allé visiter Israël. Alors que le Maroc, il est en train de réécrire l'histoire, les cours d'instruction religieuse pour faire plaisir aux Juifs, pour faire plaisir aux sionistes. Et il a accepté quasiment, enfin,
aujourd'hui, la pénétration militaire du renseignement, etc., au Maroc, elle est incroyable. Et moi, je crains que, vous savez, faire confiance aux sionistes, c'est une preuve de, passez-moi l'expression, de connerie. Voilà. Vraiment, il faut être naïf ou cinglé pour faire confiance aux sionistes, quel que soit le pays. Ils peuvent trahir les Américains, les Français, ils détestent tout le monde. Il faut entendre les sionistes parler entre eux. Moi, je les connais, enfin, je veux dire, c'est des gens avec qui je discute. C'est ma famille. Ils détestent tout le monde. Voilà. Ils détestent les Français, les Anglais, les Américains, les Goïms, ils détestent. Voilà. Et les Arabes, Je confirme. voilà. Je Et donc, confirme. voilà. Et donc, faire confiance à ce point, c'est-à-dire, c'est terrible, parce que regardez ce qu'ils ont fait avec les beepers. Bon, ok. Israël vend des missiles, des satellites, etc. au Maroc. Mais ils ont certainement mis un truc, un mécanisme pour d'abord espionner les satellites et les missiles et tout, et à la limite pour les détourner ou les arrêter. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que le Maroc, comment dire, l'idée d'une guerre éclair, comme on a fait promettre à l'Ukraine, faire une guerre éclair à la Russie et remporter la mise. Et je crains que le Maroc se fasse des illusions sur une guerre éclair contre l'Algérie et régler une bonne fois pour toutes comment dire, ce voisin qui nous met des bâtons dans les roues, voilà, pour rester poli. Alors moi, j'ai une question. Pardon, allez-y, finissez. Et je crois qu'il lui donne l'illusion qu'il peut mener, parce que les sionistes se frotteront les mains après. Voilà. Alors j'ai une question, je crois, qui intéresse beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, moi, c'est une question qui m'intéresse. On voit bien là justement que Israël cherche à pousser à la guerre avec l'Iran et essaye d'emmener les États-Unis dans cette guerre avec l'Iran. Comment Oui. vous voyez l'avenir et comment vous voyez la suite des événements là, selon vous? Voilà, personnellement, je fais une vidéo tous les vendredis avec quelqu'un. Non, c'est juste pour dire que depuis quelques semaines, je suis d'avis, personnellement, qu'il n'y aura pas de guerre généralisée. Voilà. Parce que je crois que on a beau dire, mais les États-Unis, à un moment donné, ils savent ce qu'il en coûterait de faire cette guerre. Bon, voilà. Ça sera pas. Enfin, déjà que l'Afghanistan et l'Irak, on a cru que c'était une promenade, mais ça n'a pas été une promenade. Mais l'Iran sera une autre paire de manches, d'autant plus que l'Iran, aujourd'hui, va bénéficier depuis un an ou deux de l'appui des BRICS, que ce soit au niveau stratégique, militaire, économique, etc. Et donc, Israël peut pousser, mais à mon avis, les États-Unis ne suivront pas. Parce que ce serait un désastre pour c'est-à-dire que à ce moment-là, le pétrole les Américains ont des bases à Bahreïn, à Qatar, etc., qui peuvent être détruites en quelques jours, quelques heures, sans défense, et les puits pétroliers de la région se feront sauter, et le détroit d'Ormuz complètement bloqué, et ça, l'Occident ne peut pas se le permettre. Voilà. Donc, il y a des limites. Il ne faut pas croire que ceux qui tirent les ficelles à Washington et à Berlin, etc., ils sont aventuriers ou aventuristes, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Mais justement, il y en a beaucoup qui pensent que là, au niveau de la, comment dire, de la diplomatie internationale, comment il s'appelle, Benjamin Netanyahou fait la sourde oreille en ce qui concerne les États-Unis parce qu'il attend justement les élections. Donc, il essaye de tasser un petit peu les choses là jusqu'aux élections américaines en s'imaginant que peut-être après, bien, il pourrait avoir un soutien plus prononcé de la part des États-Unis, que ce soit Trump ou Kamala Harris qui arrive au pouvoir. En tout cas, il s'imagine avoir un soutien beaucoup plus prononcé de la part des États-Unis. C'est-à-dire, il aura un soutien en ce qui concerne Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Voilà. Mais pas au-delà.
Parce que là, bon, ça va, c'est gérable. Même si c'est Enfin, Trump, vous pensez que ça ne pourrait pas aller jusqu'à un soutien face à l'Iran? je pense. J'ai entendu, vous savez, il y a un site américain qui s'appelle Judging Freedom, que j'encourage les gens enfin, à écouter parce qu'il y a Scott Ritter qui passe là-bas, etc. Enfin, des gens d'un Mersheimer, vraiment d'un grand niveau. Et il y a quelqu'un qui a dit récemment que Trump avait voulu attaquer l'Iran en 2017-2018. Et il a demandé au Pentagone qu'est-ce que vous en pensez. Le Pentagone lui a fait un tableau sombre. Ils lui ont dit voilà, 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 voilà. Est-ce que vous voulez toujours attaquer l'Iran? Et Trump a dit non. Donc, D'accord. en fait, ils sont. Voilà, je pense qu'ils savent jusqu'à quel point. Voilà, jusqu'où il ne faut pas aller trop loin, comme on dit. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'ils lanceront. D'ailleurs, vous savez, ça fait 20 ans. Moi qui suis l'actualité de la région, je vous assure, ça fait 20 ans que ça les démange, les Israéliens et les Mmh. Américains, l'Iran. Ça fait 20 ans que ça les démange. Et ils n'ont jamais franchi le pas. Pourquoi? Parce que, et surtout aujourd'hui, l'Iran n'est plus ce qu'il y a 5-10 ans. C'est-à-dire, ils l'ont montré, ils ont des missiles. Et surtout, maintenant, l'Iran fait partie des BRICS. Et la Russie est en train de se détacher. Vous savez, Poutine et Netanyahou avaient une relation très privilégiée. Vous savez, Netanyahou allait à Moscou 2-3 fois par an. Comme ça, tout à coup, on entendait dans les nouvelles, voilà, il a fait un saut à Moscou, il parle, etc. Ils s'entendaient très bien. Voilà. Et d'ailleurs, ils avaient presque une espèce de protectorat commun sur la Syrie. Presque. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Et depuis quelque temps, on a remarqué que la Russie se détache d'Israël et même a fourni des armes qui peuvent toucher Israël, le Houthi par exemple, et a fourni probablement des armes à l'Iran, même contre Israël. Et donc, c'est un nouvel élément qui est vraiment nouveau, dont il faut tenir compte. Et donc, le rapport de force s'est même amélioré en faveur de l'Iran. Et donc, ce qui rend maintenant une attaque comment dire, décisive contre l'Iran, vraiment problématique. Voilà. Alors, avant de laisser la dernière question à Maximus, moi, une question qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce que vous pensez du rituel de la vache rousse et de la reconstruction du troisième temple, enfin du dit troisième temple à Jérusalem, Oui. sur là où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa? Alors, vous savez, le sionisme était athée, totalement athée. Bon, ceux qui racontent un peu, bon, enfin bon, je n'ai pas envie de polémiquer. Moi j'ai fait partie d'un mouvement sioniste quand j'étais jeune, j'étais en Israël plusieurs fois, etc., pas en touriste. Mais c'était un mouvement athée, c'est-à-dire même anti-religieux, je dirais. Voilà. Vous savez, au Maroc, les rabbins, dans les années 50, nous mettaient en garde contre les sionistes. Ils avaient ouvert un local au Mella, dans le ghetto, ils nous mettaient en garde contre ces mécréants, etc. Voilà. La vision qu'on avait des Mais sionistes. c'est plus le cas aujourd'hui. Non, non, c'est plus le cas. Et l'apparition en Israël, même de gens qui portaient la kippa, moi j'ai commencé à les voir à partir des années 80. Et il y a eu un changement terrible, enfin extraordinaire en Israël. Et donc il y a ce mouvement messianique qui a pris, je veux dire, il y a 20 ans, peut-être il y a 1 ou 2% qui y pensaient. Vous savez, quand Ron Chaya parle du Messie, vous savez, les Juifs ont toujours parlé du Messie. C'est un vieux truc qu'ils ressortent. Au Maroc, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, il pleuvait, il y avait un déluge, etc. On disait, ah mon Dieu, envoie-nous le Messie pour guérir tout ça, pour nous soulager de tout ça. C'est une espèce d'antienne, comme ça, du juif traditionnel, qui rêve d'un Messie qui réglerait tous ses problèmes, etc. Mais depuis 20-30 ans, en fait, c'est vraiment exponentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que même des laïcs israéliens commencent à trouver l'idée d'un troisième temple intéressante. Et ils commencent à remplacer le sionisme originel, c'est-à-dire la création. Le sionisme originel, c'est quoi? C'était des communistes, des trotskistes, comment dire, parce qu'ils sont venus de Russie. Ils étaient des copains de Trotsky à l'époque. Et donc, c'était de faire un juif nouveau.
laïcs, agriculteurs, militaires, etc. Et là, aujourd'hui, cette obsession qui a pris une partie et qui commence à grandir, c'est quasiment effrayant. C'est-à-dire que d'abord, la nature du régime a changé et ça va avec une forme d'intolérance extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je connaissais la société israélienne, elle était très, très libérale, surtout la presse, la culture, etc. Aujourd'hui, j'ai publié il y a quelques semaines la lettre d'un écrivain juif, d'un Israélien juif vraiment humaniste, etc., qui a la soixantaine et qui a dit « Je pars de ce pays parce que ce pays est devenu fou ». Je vous rappelle une chose, le numéro 2 de Tzahal, Golan, Golan, j'ai oublié son prénom, vous m'excuserez, en 2017 ou 2018, le numéro 2 de Tzahal, il avait dit « Ce qui se passe en Israël aujourd'hui me rappelle le début des années 30 en Allemagne ». Ça veut dire il y a des milices. C'est un pays qui est en train de virer à la folie. Bon. Et le messianisme vient ajouter, je crois que les Israéliens sont déboussolés, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils voient la terre, se dérober sous leurs pieds. Bien sûr, ils donnent le change, voilà, ils bombardent, etc. Mais les craquements sont là. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent dit que la solution viendra d'un dépérissement de l'intérieur d'Israël. Et il y a il y a beaucoup de signes qui vont dans ce sens. Et le messianisme va couronner le tout. C'est quasiment la chantilly sur le gâteau, quoi. Alors, Bon, si vous permettez, s'il y a une question, sinon, je vais laisser la dernière question à Maximus, mais sinon, moi, le parallèle, je le trouvais intéressant parce que j'ai grandi dans une cité au début des années 80 aussi et le parallèle, en fait, c'est que, à l'époque, moi, c'était une cité dans laquelle c'était vraiment en majorité musulmane et il y avait très peu de femmes voilées, il y avait très peu de musulmans qui mangeaient, comment on appelle ça? Halal et ensuite, il y a eu vraiment, un bouleversement et le Oui. halal, aujourd'hui, est devenu presque une obligation et les choses ont énormément changé, en tout cas de ce point de vue religieux. Maximus, je te laisse la dernière question et puis après on libère Monsieur Cohen parce que là on a atteint les 1 heure 30. Une petite question un peu détente, people plutôt. Alors, Jacob, d'abord merci d'être venu sur cette émission, très intéressant. Et la question que je vais poser, c'est voilà, concernant l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Oui. Nous avons une chroniqueuse américaine du nom de Candice Owen qui s'est emparée de l'affaire et qui a creusé le dossier aussi avec les camarades de Faits et Documents et qui a affirmé mordicus que les deux personnes susnommées ne sont qu'une seule et même entité. Et il s'est avéré que cette chère Candice Owen s'est fait traiter d'antisémite et justement a été, me semble-t-il, rattrapée par un rabbin qui s'est acharné sur elle. Quel est le lien entre le fait que Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux soient une seule et même personne et pourquoi un rabbin se serait offusqué au point d'intervenir dans cette affaire et de qualifier Candace Owen d'antisémite? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, deux choses. D'abord, l'antisémitisme, c'est un truc, moi je leur tire mon chapeau, hein. Enfin, je veux dire, en matière de propagande, ils sont très forts. Ils ont sorti l'antisémitisme qui est devenu une espèce de bombe atomique, l'arme de dissuasion massive. Dès que quelqu'un dit quelque chose, hop, antisémitisme, et là, c'est la panique générale. Voilà. Donc, c'est bien trouvé. Bon. Deuxièmement, ce rabbin, il est plutôt. C'est là où on voit, là tout à l'heure, pour rejoindre ce que disait je ne sais pas qui m'a interrogé sur le rapport entre mondialisme et sionisme, c'est là où on voit le lien, par exemple. Voilà un lien concret. C'est-à-dire, on met à mal Macron, qui est un allié d'Israël,
enfin, en tout cas qu'on voudrait conserver comme allié d'Israël, il est emmerdé par une Américaine, eh bien on envoie un rabbin. Le Mossad, il appelle les Sayanim qui, peut-être c'est un Sayan aussi, ou des Sayanim qui le connaissent, et ils lui disent envoie-nous un missile contre celle-là qui dérange Macron. Voilà. Bah, merci beaucoup, Jacob. Bah, je te remercie pour cette émission. Et puis, bah, je pense que je te reproposerai une invitation, je pense, dans les Bien sûr. mois à venir. D'accord. Alors, Voilà. bonsoir à tous. Et vraiment, c'était un plaisir. Bah, merci Là, en beaucoup. tout Et puis, cas, j'espère que tu écouteras le prochain Journalou. Ah oui, sans faute. pla- Allez, pla- ciao tout le monde. plaisir, plaisir partagé, et j'en rajoute une autre pour Jacob, une de mes créations, c'est le cartel de la pleurniche et du mouchoir, Ah oui, que j'utilise de temps en temps. d'accord, je retiens. Allez, ciao tout le monde. Merci, bonne soirée. Au Merci. revoir. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Au revoir. Bah, Maximus, je te propose je trouve que c'était une très bonne émission. On est à 1h30 pile. Je te propose qu'on termine là pour cette semaine. Je sais pas si on aura un invité la semaine prochaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé l'invitation à Pierre Hillard et à Youssef Indy. Donc, on verra s'ils m'ont répondu d'ici là et s'ils sont disponibles le mardi. En tout cas, à toi, Maximus, je te dis merci de ta disponibilité. C'était cool d'être là ce soir. J'espère que ça t'a fait plaisir de pouvoir discuter avec Jacob Cohen. Et puis, bah, comme je le disais, on le recevra, on essaiera de le Oui, recevoir dans une prochaine émission dans les mois à c'est, venir. c'est- surtout que c'est intéressant de discuter avec lui, puisque lui, il prend les choses avec une certaine dérision, contrairement à la 17e chambre correctionnelle, qui, évidemment, moi, me condamne, évidemment, alors que toutes ces histoires de haine, d'appel à la haine, n'a strictement rien à voir dans notre affaire, puisque la preuve, on discute aimablement avec les individus, quels qu'ils soient, et on sait que nos adversaires sont effectivement les sionistes et les mondialistes, et les transhumanistes, enfin tous ces fous furieux qui sont des ennemis de l'humanité. C'est plus ça, en fait, notre combat. Et Bah oui, ouais, bah ouais. oui, notre combat, il est C'est- contre les adversaires du vivant et de l'humanité. C'est pas contre les juifs Voilà, c'est ou les. ça. C'est pas les Ça n'a religions, aucun, c'est pas les. ça n'a strictement aucun sens. Donc, mais le problème, c'est qu'ils ont une telle puissance de feu, l'exprimait Jacob. C'est pour ça que je l'ai laissé parler, parce que lui, j'ai envie de dire, il est de l'équipe, donc il peut en parler. Donc, si nous, on dit la même chose que lui, on tombe sous le coup de la loi. C'est ça qui est aberrant, en fait. Alors là, Donc, qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme tu sais. c'est pour ça que on est obligé malheureusement d'être précautionneux. Et il y a des gens qui n'ont pas compris lorsque je reviens sur l'émission, enfin le direct que j'avais fait avec, enfin, je crois que c'était, bah oui, c'était le direct que j'avais, c'était sur Radio Principe avec Walter Boujna, le pervers Ouais. Walter Boujna. Donc on a dit ouais, tu l'as pas fracassé, mais je peux pas le fracasser. Si je le fracasse, moi je me prends la patrouille sur les épaules, quoi. C'est ça Ah qu'il faut bah ouais. comprendre. Il y a un moment. D'ailleurs, je me la suis pris plus que sur les épaules de toute façon. Mais donc on peut pas s'amuser à parler avec la puissance de feu qui est la nôtre sur ces gens-là, Et parce c'est ça. qu'automatiquement, attends, je termine. Parce que ça se retourne contre nous, parce qu'ils ont ils ont tous les leviers. Et c'est Voilà. ça, Et c'est c'est ça que certains comprennent pas, parce que des fois, je vois des commentaires, hein, de gens qui disent ouais, vous avez pas les couilles de ceci, pas les couilles de cela. Non, mais c'est pas une histoire de couilles, c'est une histoire de précaution et c'est une histoire simplement de pas être suicidaire. Je veux dire, si tu as envie de courir le 100 mètres, tu fais en sorte demain de pas te faire amputer d'une jambe, c'est tout, tout simplement. Donc, si on veut pouvoir continuer à parler, euh, oui, il faut qu'on parle avec précaution et ceux à qui on a affaire en bah, face ne jouent on pas n'a avec pas les le mêmes choix, armes parce que que nous, tout simplement. bah, on n'est pas à force égale, donc ça sert strictement à rien. C'est comme si vous vouliez mettre des coups de boule à des CRS qui sont casqués en manif avec la matraque. Donc vous pouvez pas avoir le dernier mot. Donc on sait très C'est bien ça. qu'on n'a pas, on n'a pas la puissance de feu qui est la leur. Donc on est obligé à un moment donné de s'incliner par on le regrette, mais c'est des postures malheureusement qui sont la nôtre. Regardez des types comme Toubiana, qui a essayé de dire certaines choses. À un moment donné, il a dit je jette l'éponge, parce que moi je peux pas prendre des positions et parler de certaines choses si on me menace, moi, ma famille, et etc. Donc je me retire du combat. Et les gens, on sait très bien que les gens qui sont allés au-delà, comment dire, de ce qui était autorisé par qui vous savez,
bah, il le paye. Regardez, je suis désolé, regardez Christophe Chalençon aujourd'hui que d'ailleurs auquel je vais rendre hommage. Regardez Joanne Nivernette, même, comment elle s'appelle, Natacha Ray et cetera. C'est des gens qui sont allés loin dans le combat et aujourd'hui, ils y laissent leur santé et malheureusement, j'espère que Joanne, en tout cas, Nivernette va se rétablir parce que c'est vraiment quelqu'un de valeureux et que j'apprécie beaucoup Bah, j'ai eu des nouvelles récemment et donc bah, il est sorti de l'hôpital et ça va de mieux en mieux. Ça va vraiment de mieux en mieux, il arrive de bah, mieux en mieux à s'exprimer donc j'espère qu'il va très très vite se rétablir parce que je sais pas, j'ai un attachement pour Joanne Nivernette que je trouve bah, pareil. vraiment talentueux et véritablement efficace dans le combat et on peut pas se permettre de perdre un soldat de sa valeur, quoi. Et Bah, voilà, donc j'avais passé 2-3 jours avec lui lors d'une conférence et bah, je l'avais rencontré à plusieurs reprises, mais là, on avait vraiment passé quelques jours ensemble, vraiment pendant 3 jours complets et j'avoue que c'était très intéressant de discuter avec lui et que ouais, c'est 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 un triste, quoi. personnage très très intelligent et très agréable. Oui, oui, puis enfin, c'est triste ce qui lui arrive, quoi. Même à Christophe, hein. Christophe, c'est pareil, Chalençon, c'est triste, quoi. Enfin, Donc lui, surtout c'est qu'en plus, Christophe Chalençon, c'est quoi? C'est au niveau de, bah, c'est Christophe, il est atteint d'une tumeur au pancréas, donc pancréas? Ouais, c'est ça, voilà. c'est pancréatique et enfin voilà, bon, il a des protocoles de chimio. Bon, après, moi, je vais pas m'exprimer sur la question de la chimio, mais voilà, bon, on sait très bien que la chimio, c'est dévastateur pour l'ensemble du corps, quoi. Malheureusement, la chimio ravage les tumeurs Mmh. cancéreuses, mais aussi les bonnes cellules. Donc, Ouais. voilà. Je sais pas trop si, je sais pas trop de par rapport à ça, moi, personnellement, si demain on me déclarait un cancer, je sais pas trop si je passerais par la chimio ou si je tenterais plutôt des méthodes Ah, ah, alternatives. Franchement, je crois que en je serais ce sur l'alternative. On sait pas trop parce qu'on n'est pas à sa place, donc on va pas parler Mmh. et dire, dirons-nous on ferait ci, on ferait ça, parce qu'on sait pas, parce que faut le vivre de l'intérieur pour pouvoir véritablement savoir à ce moment-là ce qu'on fera et c'est pas évident. Je pense Je le souhaite que à bon, personne en tout cas, hein. en tout cas il faut bien sûr, mais je trouve quand même curieux ces gens qui sont des opposants et qui se retrouvent affublés, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'ils sont connus pour leur robustesse d'ailleurs, parce que Christophe, Ah c'était ouais, quand en même effet, tous quelqu'un. les exemples que tu as donnés, ils sont tous, aujourd'hui, ils sont tous malades. Voilà. Et Livernette, c'est pareil, c'est quelqu'un qui était robuste, quand même avec un, un passif de sportif. Et Mmh. de le voir dans cet état-là, pour ma part, je Oh, on trouve pourrait ça parler de Claire Séverac grandement, aussi. grandement suspect. Je parle aussi de Serge Rader. Pour les gens qui ont eu la chance de rencontrer Serge Rader, c'était un géant, c'était un roc. Donc la manière dont il est parti, c'est pareil. Bon, point d'interrogation, voilà. Naturel, point d'interrogation. Donc, voilà. Euh, Bah, je te remercie Maximus. Bah, non, on va se quitter là pour ce soir. Je vous rappelle donc qu'il y aura un rendez-vous demain soir. Demain soir, 21h, ce sera avec Monsieur K. Et donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Et puis, bah, je pense que ça va tourner un petit peu oui, autour du sujet Lubavitch, vu que c'est un petit peu le sujet qui le touche en ce moment. Sinon, jeudi soir, ce sera la libre antenne. Et en première partie de la libre antenne, enfin, en deuxième partie de la libre antenne plutôt, je recevrai. Merde, désolé, j'ai vraiment du mal avec le nom. Lise Philippe, parce qu'elle a demandé un droit de réponse sur la chaîne, donc évidemment, je lui accorderai. Et puis sinon, vendredi soir, 21h, ce sera le journal où. Donc là, jusqu'à vendredi, petite semaine bien remplie sur Radio Lodi. Merci Maximus. Et puis, en bah, je tout te cas, dis, j'espère qu'un miracle pourra s'opérer concernant Christophe et même pour Natacha Ray, hein, qui est très vaillante et qui a beaucoup de mérite, hein, d'être allée pour aller jusqu'où elle est allée. On n'a pas pu évidemment sauver tout le monde, mais vous voyez bien que on a affaire à des fous furieux qui, comme il l'a dit, hein, Jacob Cohen, hein, il déteste tout le monde et vraiment ça se voit, quoi. Et quand on voit des antifas, parce que il faut que j'en parle de ça. Alors, l'affaire de Philippines, moi j'ai un avis là-dessus, mais bon, ce que je trouve déplorable, déplorable,
c'est que les antifas sont venus perturber tout soutien En soutien Philippines. à la famille, à Philippines, à la famille, et qu'ils ont osé faire ça. Hmm. Bah, moi, en tout cas, je dis aux antifas, ne venez pas faire ça aux Antilles, hein, parce que si jamais on fait une minute de silence pour quelqu'un qui est mort et vous venez faire ça, je vous assure, les gars, vous quittez pas l'île, hein. Vous faites pas ça aux Antilles. Venez pas aux Antilles faire des comédies comme ça parce que ça va très mal se passer. Voilà, ben, je vous le dis. Ouais, bah, sur ce que tu disais là, que disait Jacob Cohen tout à l'heure en parlant des sionistes et des sionistes actuels, hein, parce que Jacob Cohen fait bien la différence entre l'émergence du mouvement sioniste qui, comme il le dit, était assez athée à l'époque et le sionisme politico-religieux auquel nous faisons face aujourd'hui. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'avais, malgré moi, c'est-à-dire par une amitié avec quelqu'un, j'avais infiltré un milieu sioniste. Et en effet, j'avais vraiment été surpris par les propos qui étaient tenus. Et c'est là, ouais, voilà, c'est là, on va dire que de ce côté-là, en tout cas, j'ai réellement commencé à tomber de ma chaise parce que, en effet, c'est considérer le goy comme un outil, le goy comme limite quelque chose qui n'a pas d'âme quelqu'un qui n'a Bah, pas d'âme et qui n'est pas c'est humain. écrit dans les textes, hein, en fait. Ouais, mais entre les textes et puis voir des gens converser devant toi de cette façon-là, tu vois, il y a vraiment un grand écart, tu vois. Et moi, je connaissais le judaïsme qu'à travers la victimisation issue de la Shoah, tu vois, et d'être tombé dans ces milieux-là à cette époque-là, ça m'avait vraiment, ça m'avait sidéré, quoi. J'étais vraiment sidéré Ah ouais, réellement par la haine qu'il peut y avoir. Vraiment, on peut là bah, clairement parler de haine avec un grand H, quoi. moi, personnellement, j'ai pu discuter avec certains qui ouvertement disaient pour un noir, t'es intelligent, parce que généralement, les noirs ont des QI de singe. Et le Ouais, mec te ouais, sort ça Maïmonide. le mec te sort ça normal, quoi, tu vois, sans complexe aucun, quoi. Mais bon, après, c'est toi qui te retrouves à la 17e et qui est condamné pour propos incitant à la haine. Et enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est ce qui montre bien qu'en fait, tout ce qu'on dit, en fait, est validé par l'attitude même de l'institution qui prétend, en fait, nous juger pour nos propos, pour notre insolence. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment pas l'insolence, ils aiment pas du tout, surtout qu'on baisse pas les yeux, ça, ils ont horreur de ça. Parce que, en fait, il faut se confondre, en fait, en regret et en excuse. Et ça, ils adorent. Ça, ils adorent. Mais quand vous vous tenez droit que vous affirmez tel que vous êtes, ça, ils détestent ça. Il faut qu'ils essayent de vous briser les chines. C'est comme ça, c'est leur nature. Hmm. Enfin bon, bref. Ouais. Bon, Euh, j'espère que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, moi, je pense que c'était une bonne émission. Là, comme je vous dis, je vous envoie du bois cette semaine puisque demain soir, il y aura Monsieur K. Jeudi soir, la libre antenne et vendredi soir, le journalou. Et attends, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Bah, ça m'a fait plaisir. Voilà. J'espère que ça vous a fait zizir aussi. On reçoive alors, Jacob Cohen ce soir. en tout cas, force à Jacob Cohen. Merci à lui en tout cas d'être venu. Et surtout, une chose quand même qu'on constate, c'est que l'accusation d'antisémite, c'est comme c'est un rayon paralysant qui perd de plus en plus de sa force. Bah, à force de placer de l'antisémitisme à toutes les sauces, partout et nulle part, hein, et en même temps sous toutes les latitudes. Donc, au bout d'un moment, ça n'a plus aucune valeur et ça n'a plus aucun sens. Ça Donc, devient un pistolet à eau, le truc. ça commence à devenir inopérant de plus en plus. Et le monde, évidemment, bah, d'ailleurs, l'ONU, hein, je crois que c'est Netanyahou qui a dit que l'ONU était un ramassis d'antisémites. Bah, alors là, c'est vraiment, c'est assez extraordinaire, quoi. Même Bref, Macron est devenu antisémite là, avec l'arrêt des livraisons d'armes. Il le traite d'antisémite. Enfin bon. non, mais c'est dantesque, c'est magnifique, quoi. Et je trouve Hmm. que c'est bien. C'est bien parce qu'on vit les temps de la révélation et les choses se révèlent pour ce qu'elles sont. Et bravo. Et on va vivre des temps difficiles, c'est clair, mais en même temps, je pense il faut passer par là. Et tous les justes se rassembleront, indépendamment euh, des religions, des couleurs, des ethnies, peu importe. Ce sera le Exactement. combat des justes contre les malfaisants lucifériens et leurs alliés. Voilà, tout simplement. Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde. Voilà. Allez, bah, on va se quitter là-dessus. Je te remercie, Maximus. Je te dis à la semaine prochaine.
Et nous, rendez-vous demain soir, 21h. Allez, bisous à moi, tous. je voulais dire que je suis anti-sismique, je n'aime pas quand la terre bouge sous mes pieds. Voilà. Allez, à demain soir. Ciao, bisous à tous. En tout cas, que Dieu nous garde, merci. Lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence.